is the new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Si vous avez quelques notions de marketing, vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Alors en gros, la pyramide de Maslow, cela classe nos besoins selon qu'ils soient véritablement plus ou moins essentiels. Grosso modo, c'est comme la recette du Big Mac, la pyramide de Maslow, c'est la même partout où qu'on se trouve sur la planète. Alors pour faire court, cela explique que, mis à part boire, manger, dormir et évidemment regarder la victoire de l'équipe de France de foot à la dernière Coupe du Monde, il n'y a pas grand-chose de plus universel sur Terre que le besoin de relations amoureuses. Bon, en vrai, la pyramide de Maslow, c'est un poil plus compliqué que ça, mais pour le sujet du jour, ça m'arrangeait pas trop de partir dans les détails. Alors, universel, mais universel, cela ne veut pas dire que c'est partout kiff-kiff pareil. Que nenni. Et ici au Québec, il m'est vite apparu que les règles qui définissent le jeu et les relations amoureuses ne sont pas les mêmes que celles que, à défaut de maîtriser, je connaissais en France. Alors, quelques exemples, et j'en oublie, et certains sont certainement du gros trait, mais on en discutera juste après. Alors déjà, ici, c'est pas vraiment le même vocabulaire. Ici, on se French, on se date, et accessoirement, on se flush. Je sais pas si c'est le mot, mais il n'y a pas tout à fait la même pudeur. Par exemple, sur les radios nationales et des radios grand public, j'entends des animateurs et des animatrices, surtout des animatrices en fait, se la jouer un peu façon Sex in the City et jager de ce qui se passe sous leur couette, sauf qu'on est en pleine journée, que voilà, c'est midi, on est en train de manger et tout est absolument normal. Ici, on me dit que ce sont les filles qui font le premier pas. Voilà, une chose qui m'a surpris aussi. Et j'ai appris aussi que le rapport à l'engagement du couple était très différent. Enfin, en bref, il y a 1001 différences. Et c'est pour ça que, toujours dans cette idée de mieux comprendre la culture et la société québécoise, j'ai voulu en savoir plus. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un super balado. Ça s'appelle « Ma vie amoureuse de marde ». J'espère que je l'ai bien dit, tu me diras tout à l'heure. Et rien qu'avec un titre pareil, je savais que j'avais trouvé l'experte dont j'avais besoin. Salut Anne-Marie. Ouais, salut. Vas-tu bien? Introduction. Alors déjà, je l'ai bien dit, ma vie amoureuse de marde. Oui, effectivement, parce qu'il y a des fois des gens qui disent ma vie amoureuse de merde, ce qui est pas plus grave, j'imagine. Mais le titre en tant que tel que moi j'ai établi, c'est marde, parce que ici, c'est ça qu'on dit, c'est de la marde. Mais toi, tu disais que c'est pas plus grave, mais j'ai presque l'impression que, justement, alors, dans ma compréhension, on va dire, très primitive pour l'instant du québécois, que si ça s'était appelé ma vie amoureuse de merde, c'est ouais, ma vie amoureuse avec des problèmes. Mais alors, ma vie amoureuse de marde, c'est plus fort, c'est plus costaud. Là, franchement, on est vraiment dedans. Ouais, le mot marde a comme une connotation qui est un petit peu différente. Merde, on va l'utiliser plus comme une expression quand on va faire une gaffe. On va dire ah merde. Ça, on va dire merde, mais quelque chose qu'on trouve qui est vraiment pas bon, qui est dégoûtant ou c'est quelque chose qu'on regarde vraiment presque avec mépris, avec dégoût. Là, on va dire que c'est de la marde. Ça a vraiment une connotation unique. Ce mot-là qui est beaucoup trop utilisé probablement juste au Québec, mais
on sait tous ce que ça veut dire et que ça regarde pas bien. C'est bien, ça pose bien le débat. Ouais. Alors, je vais quand même te présenter un petit peu plus parce que, voilà, les auditeurs qui ne te connaissent pas connaissent déjà ton prénom. Anne-Marie Duprat, maintenant ils connaissent aussi ton nom de famille. Et attention, je prends ma respiration. Tu es humoriste, comédienne, auteure, scénariste, réalisatrice, journaliste, podcasteuse et accessoirement, sur le temps qu'il te reste, s'il t'en reste, maman de 2 enfants. Et encore, Oui, je fais aussi des conférences. Voilà, je savais. J'en avais oublié. Et en même temps, les journées font 24 heures, faut quand même les occuper. Voilà. Bon. Je fais beaucoup de choses. Avec tout ce que tu fais, et visiblement une vie bien remplie, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une vie amoureuse de marde? Ben moi, je ne suis plus là-dedans. Moi, je suis avec mon mari depuis 7 ans et demi en ce moment. Mais j'ai eu une vie amoureuse assez chaotique pendant très 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 longtemps, et c'est ça qui m'a fait c'est ça qui m'a donné l'envie de m'exprimer sur cette vie amoureuse là, parce que j'en avais assez. Puis moi, à la base, je suis humoriste, je suis quelqu'un qui trouve l'humour dans tout, puis j'en parlais avec beaucoup d'humour et ça faisait beaucoup rire mes amis. Puis je disais toujours, parce qu'on se fait toujours poser la question quand on est célibataire, et puis ta vie amoureuse, moi je répondais de la marde. Putain de question de merde. Ouais, fait que je disais c'est une vie amoureuse de marde, et c'est comme resté. Puis à un moment donné, j'ai commencé un blog, je me suis dit bon, peut-être que il y a d'autres gens que ça va intéresser, puis ça a grandi très, très vite. Après, il y a eu le livre, etc., etc. Mais juste au moment où je suis en train de finaliser mon livre, Ma vie amoureuse de marde, ça, c'est au printemps 2014, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc, de la minute où je suis devenue vraiment connue pour ça, moi, j'étais en train de préparer mon mariage. Oh, excellent. Donc, je suis plus du tout là-dedans, sauf que j'y ai été tellement longtemps. Je me souviens c'était quoi, et surtout maintenant j'ai une immense communauté qui m'en parle. Donc c'est ça qui me permet aussi d'être encore capable d'avoir du contenu qui demeure pertinent même si je suis mariée. C'est que je sais ce que les gens vivent, je sais c'est quoi les difficultés, les embûches. J'ai vu les choses changer aussi, que ce soit les sites internet de rencontres pour les applications. Donc, j'ai quand même vécu tout ça, même si moi, je suis pas sur Tinder en train de flipper les faces de gars comme des divans, là. Mais je sais c'est quoi encore. Mais maintenant, j'ai la vie amoureuse de mariée. Bon, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Voici une chose qu'on partage tous les deux. Justement, comme avec cette communauté, ton passé et tout, t'as une certaine expertise, on va dire, dans le domaine. Mm-hmm. Tu vas pouvoir m'aider parce que c'est ce que je disais dans l'introduction. Moi, tout ça me semble tellement différent de ce que j'ai pu connaître en France. Alors déjà, le vocabulaire, quoi. Le vocabulaire. Ici, alors, je pense que j'en ai oublié, mais on se French, cruiser aussi, j'ai appris ça, cruiser, c'est alors, Frenchie d'ailleurs, c'est Frenchie, Frenchie, parce que je pense qu'on a juste raccourci le French kiss. Ouais. C'est devenu un French. Puis nous, on fait des verbes avec tout, hein. Tu sais, on dit, on va dire tabarnak, mais on dit je mens tabarnak. Tu sais, tout. Nous, on prend des mots puis on en fait à peu près tout ce qu'on veut. Et donc, French est devenu le French, d'où le verbe Frencher. Fait que on a Frenché. Il y en a qui disent necker aussi. Avant, c'était plus necker. Ce qui vient du mot en anglais, necking, en anglais, ils vont dire necking. Quand ils vont se rouler des pelles, à n'en plus finir, c'est necking en anglais. Nous, on le disait aussi parce qu'on a ce don aussi de se promener avec des trucs anglo qu'on adapte, mais les Français le font aussi. Mais on dit cruiser, ça, je sais pas pourquoi cruise. Ça a toujours été ça pour essayer de séduire, charmer, on cruise. Cruiser, ouais, c'est draguer, c'est ça, c'est un peu, c'est essayer de séduire. Ouais, c'est vraiment draguer. Puis il y a toutes sortes de mots qui sont ajoutés un peu partout, comme le ghosting. Ça, c'est apparu avec les gens qui ont commencé à faire le ghosting. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Moi, rouler une pelle, je me suis toujours demandé, mais quelle pelle, où, pourquoi et pourquoi on la roule? C'est vrai. Je te comprends tellement. J'ai jamais compris. Ou faire du pied. À la rigueur, faire du pied, on peut comprendre les petits pieds en dessous de la table. Mais à la rigueur, ça peut être drôle. Tu sais, moi, j'ai fréquenté des Français, j'ai fréquenté des Africains, j'ai fréquenté des gens de beaucoup de cultures. Puis c'est drôle de comparer justement les façons qu'on a de s'exprimer là-dessus. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été super populaires où des gens comparent justement deux cultures sur des façons de faire ou de parler. Puis moi, j'aimerais ça le faire, mais justement sur la séduction.
Les Québécois versus les Français, c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement parce que c'est vraiment deux langages différents, là. Il y a matière. Voilà, tu disais effectivement rouler une pelle. J'ai l'impression qu'en France, nous, on est très agricole entre guillemets ou jardinage parce que d'un côté, c'est rouler une pelle, mais c'est aussi se prendre un râteau. Tu connais se prendre un râteau? En gros, c'est se faire flusher, c'est ça? Voilà, c'est en gros se prendre un râteau. Moi, j'aime bien avoir la pêche aussi. Oui. Vous êtes vraiment dans les fruits, les légumes, oui, c'est ça. Très agricole. Nous, c'est plus l'église. On est dans les mots d'église, puis vous êtes dans les mots de terre. Ouais, ça. Mais par contre, le se faire flusher, j'ai trouvé ça assez violent quand même. Hein. Oui, mais c'est parce que c'est vraiment ça. Maintenant, les gens font vraiment l'équivalent de l'action de peser sur la toilette pour que tout disparaisse dans un tourbillon, s'en va on ne sait où. Et ça, flush, c'est la chasse d'eau quand même. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est parce que parfois c'est ce sentiment-là qu'on va avoir. C'est fini. Maintenant, t'es du caca, flouche, bye bye. Donc, quand on dit ça, c'est violent, mais ça en dit beaucoup sur comment la personne se sent aussi. Donc, c'est un mot qui est lourd de sens, mais il y a une raison en arrière de ça, parce que on le sait tous, se faire rejeter, hein, c'est ce qu'aime le moins l'être humain. On veut tous être acceptés, on veut tous faire partie de la bande, on veut tous être aimés. Donc, ce rejet-là, c'est un des pires. Donc, je pense que l'impression du flushage est quand même assez adéquate. Voilà, c'est effectivement pas mal. Alors, j'allais dire, la séduction au Québec, comment ça marche? Tu me dis si je me gourre. Moi, on m'a dit, et notamment j'ai lu dans l'excellent bouquin des sœurs Lumineau, qui sont les marraines de cette émission, ici, qui justement sont très sur la comparaison entre la France dont elles viennent et le Québec dans lequel elles vivent depuis Mathusalem. Elles disent que effectivement on va dire il y a une phase ici qui n'existe pas en France de relation on va dire de Frenchage, mais on se French, mais on n'est pas engagé, voire même parfois un rapport avec la fidélité qui est un peu particulier à ce stade-là en tout cas. Alors que par exemple en France, dès qu'un couple va s'embrasser, on va dire sérieusement du coup, c'est un couple. Donc c'est fini, sauf à ce que évidemment on ait des mœurs libertins partagés et tout, mais ça veut dire il y a pas d'autre, voilà, et on est un couple et on s'affiche comme un couple. Et là on m'a dit ici non. Ici tu peux être on va dire en relation avec quelqu'un pendant des mois sans que vous soyez encore un couple. C'est presque une étape encore intermédiaire. Vrai, faux? Tu sais, je peux pas comparer à la France vu que je ne suis pas en France, mais je dirais que déjà quand j'étais plus jeune, je pense que c'était comme ça pour nous aussi là. On s'embrassait puis on partait avec l'idée que voilà, on a scellé le pacte avec la salive et maintenant nous ne serons plus qu'un, ne nous reste plus qu'à choisir lequel. Mais je pense que c'est vraiment du cas par cas aussi parce que moi ce que j'entends beaucoup le son de cloche des femmes, c'est beaucoup que les hommes ne veulent pas s'engager. Donc à quel point les filles sont d'accord avec cette façon de faire, moi je suis pas sûre. Tu sais, il y a beaucoup puis là il y a des gens qui sont pas contents de ce que je vais dire, mais moi je constate là, j'ai quand même 100 000 personnes qui me suivent, j'en ai beaucoup de gens qui m'en racontent des choses et il y a beaucoup de ça parce que les filles ont cette tendance à vouloir s'engager beaucoup plus et beaucoup plus tôt que les hommes et toutes ces applications, ces façons de rencontrer ont donné cette fausse impression que maintenant il y a 1 milliard de possibilités. Donc ça donne souvent aux gens l'impression que je devrais peut-être continuer à magasiner, il y a peut-être mieux. Ce qui fait que les gens veulent pas vraiment s'engager. Donc oui, on couche ensemble, on fait ci, mais on n'est pas exclusif, mais sans tomber dans le couple ouvert. Donc, tu sais, il y a des filles qui sont même pas au courant, souvent, qui sont avec des gars qui font ça. La fille est exclusive, mais pas le gars. Donc, tu sais, c'est vraiment pas une façon de faire typiquement québécoise. Je pense que pour toi, c'est récent, donc? C'est quelque chose d'assez récent. Quand même. C'était pas comme ça il y a 15-20 ans, là, du tout. Et ce que j'entends beaucoup des hommes, c'est je veux quelque chose de simple. Quand une fille dit je veux quelque chose de simple, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a pas envie que ça soit compliqué. Mais quand un homme dit qu'il veut quelque chose de simple, c'est plus souvent il a pas envie de donner de justification, de raison. Il veut être libre. T'sais, il veut pas s'engager. Donc déjà, les définitions sont pas les mêmes souvent des deux côtés. Évidemment, autour de ça, il y aura des exceptions. Mais je connais très peu de femmes dont c'est l'ambition de ne fréquenter que des gens
avec qui ça ne va à peu près nulle part. La plupart des femmes, ce qu'elles veulent, c'est trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose, mais elles ont de la difficulté à trouver ces gars-là qui veulent s'engager. Donc, je pense que moi, c'est pas le constat que je D'accord. ferais du tout. Ok. Peut-être chez les plus jeunes, qui sont beaucoup plus ouverts aussi à toutes sortes de choses comme le polyamour, comme ils sont beaucoup plus évolués, disons, sexuellement. Donc, peut-être chez les plus jeunes, mais vers les 30, 40, 50, moi, c'est pas du tout ce que je vois. D'accord. Ok. Bah, super intéressant parce que tu vois, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait cette espèce d'étape, c'est-à-dire intermédiaire par rapport à ce que moi je connaissais, qui était plus installée ici parce que l'engagement se faisait plus tardivement. Puisqu'on parle d'engagement, moi, et là pour le coup, c'est juste ma perception depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que il y a beaucoup moins de couples mariés ici, que le mariage est moins fréquent et que la séparation est aussi plus fréquente. Séparation de fait ou divorce si on était marié. Pourquoi je dis ça simplement? Parce que moi je suis dans un quartier pavillonnaire, résidentiel. Alors il y a le boom de l'immobilier qui a fait, mais en gros j'ai l'impression que toutes les baraques, toutes les maisons aux alentours ont été vendues au cours des 12 derniers mois et qu'il y en a 2 sur 3, en fait, quand on discute avec le voisinage, on apprend que c'est à cause d'une séparation. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a le boom de l'immobilier, il y a le confinement qui a forcé les gens à vivre ensemble et parfois on a découvert qu'on vivait avec un monstre, ce qui n'est pas le cas, chérie, si tu m'écoutes. Mais ouais, j'ai l'impression que le rapport à l'engagement au couple est très très différent ici. Ça se peut. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur ta question précédente, ici, c'est quand même pas après un French, là, on est ensemble, là. Il y a quand même une période de 2-3 semaines où on se donne une chance de voir on a envie de Frencher encore, là, déjà, là, tu sais. Mais tu sais, c'est pas des mois et des mois, là, de Frenchage et de baise sans engagement, là. Personne ne veut ça. Au niveau des séparations puis de moins de mariage, je sais pas, tu sais, peut-être que ça a un petit peu rapport avec le féminisme, entre autres, qui prend beaucoup de place ici et qui est très moi je fais partie là de cette cohorte de militantes féministes et peut-être qu'on parle plus fort, donc on est plus dans le t'as pas besoin d'être mariée, tu peux être toute seule, il y a pas de problème, c'est pas vrai que tu devrais rester avec quelqu'un avec qui t'es pas bien. Peut-être que ce discours-là est plus fort ici, donc donne plus la chance. Parce qu'avant, les femmes, elles pouvaient pas partir. Hein. Souvent, ne serait-ce que pour une question financière, elles devaient rester dans des couples qui leur plaisaient pas. Et c'est souvent les femmes qui partent. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça. Peut-être aussi le côté où ici, on a vraiment eu... il y a eu la Révolution tranquille. On a vraiment fait... on a vraiment voulu mettre de la distance avec la religion. Le mariage, c'est beaucoup la religion. Ici, la religion, on essaie de s'en débarrasser le plus possible. Il y a peut-être un petit peu de ça là-dedans. Je sais pas. J'aimerais ça peut-être voir les comparaisons par rapport aux autres provinces aussi. Est-ce que c'est typiquement québécois ou est-ce que c'est canadien? Et ça se peut que ça soit typiquement québécois parce qu'on est quand même une société qui a vraiment ses propres façons de faire. Même au milieu du Canada, on ressort du lot, hein, c'est clair. Donc, tu sais, on est toujours cet hybride entre un peu les États-Unis, un peu la France, puis là-dedans, il y a notre façon à nous qui est là. Mais ça serait mes hypothèses, mais je trouve ça intéressant de se le demander. J'aimerais avoir une réponse avec des... Ça mérite de creuser. Ouais, c'est ça. Ça mérite de creuser. Et c'est vrai que tu parlais de féminisme. Bon, tu vois, moi, par exemple, les choses qui m'ont... alors, choqué, pas le mot, hein, mais qui m'ont surpris, même si on m'avait prévenu, c'est le fait, alors que bon, vous ne voyez pas forcément pour ceux qui m'écoutent, mais je commence à avoir donc un certain âge. Je suis aussi un vieux couple entre guillemets, et quand on est au restaurant avec mon épouse, et bon, on nous propose systématiquement si on a fait 2 factures ou une seule. Parce qu'ici, je l'ai appris depuis, mais la liberté, l'indépendance financière de chacun des membres du couple, et notamment, je pense, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'histoire, l'indépendance financière de la femme, est quelque chose de très important. Et effectivement, du coup, j'ai l'impression que le mot est pas le bon, mais peut-être je sais pas si c'est le rapport de force, on va dire, le rôle, plutôt le rôle, ça me semble plus juste. Le rôle de chacun dans le couple est peut-être plus indépendant. Chacun garde peut-être plus sa personnalité que, tu vois, 1 + 1
Alors que sur ce que moi j'avais vu tout de suite, un couple crée presque une nouvelle entité. Tu vois, où chacun perdait un petit peu de sa personnalité pour en créer une nouvelle, une personnalité un petit peu hybride. Alors que là, chacun garde bien sa personnalité, sa liberté, son indépendance financière et Mais tu sais, il y a une raison qui est très explicative de ça, l'histoire de la facture. Et moi, je suis depuis des années, j'en parle bien au-delà de l'indépendance financière, qui oui est super intéressante et que les femmes peuvent enfin avoir ou essayer d'obtenir. Le serveur, lui, il sait pas est-ce que vous êtes en couple depuis 22 ans ou est-ce que ce soir, c'est un premier rendez-vous. Et si on va dans un rendez-vous, moi, pour en avoir eu plusieurs, je tiens toujours à payer ma facture, même que je le dis d'office, et je le conseille aux femmes tout le temps aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on n'aime pas un gentleman puis on n'aime pas se faire payer à souper. Tout le monde aime ça. C'est parce que malheureusement, il y a encore des hommes en 2021 qui pensent que puisqu'ils t'ont payé le souper, maintenant, c'est ton tour de donner quelque chose. Et c'est la seule façon, à l'ère du MeToo, là, qu'on le sait, qu'on est tanné de se faire pogner les fesses puis faire hi hi hi. Maintenant, on n'accepte plus ça. Ben, c'est malheureusement juste une façon de se protéger, de ne rien devoir à l'autre. C'est aussi plate que ça. Moi, j'ai déjà vécu ça avec un garçon, un rendez-vous horrible où il m'a payé un café à 2,25. J'avais juste hâte de m'en aller. Puis après, il a essayé de me frencher de force. Puis j'ai fait non, je sais pas comment tu as pu comprendre qu'on s'en allait vers ça. Il dit ben là, je t'ai payé quelque chose, au moins un petit French. Dans sa tête, je lui devais quelque chose. Donc c'est vraiment une question de se protéger, de ne pas donner à l'autre l'impression que on est rendu à un niveau inégal. Maintenant, je te dois quelque chose. En payant ces choses, les comptes sont bons. Si on n'a plus à se revoir, il n'y a pas un gars qui va revenir en disant, ben là, je t'ai payé à souper, là, c'est ton tour de m'amener souper, puis là, t'es pris pour revoir quelqu'un que t'as pas envie de revoir. C'est vraiment juste une forme je m'assure de ne pas moi-même me creuser ma tombe. Non, mais je comprends. C'est aussi plate. Ouais, mais toi, moi, pour donner comme quoi c'est ça qui est super intéressant et c'est pour ça que moi je fais ce podcast pour essayer de me comprendre parce du coup on comprend mieux pourquoi. Mais en France par exemple, moi je me souviens la première fois que j'ai eu la chance de pouvoir aller dans un restaurant, j'allais dire de bonne facture, voilà, un restaurant un petit peu cher. C'est la première fois en étoilé grosso modo. Première fois de ma vie, on y va avec mon épouse et on me met un menu. Et on lui donne un menu à elle. Moi, j'avais le menu avec le prix. Elle avait un menu sans le prix. Ouais. Puis il y a encore des restaurants où ça se fait apparemment. Il y en a pas, je pense qu'il y en a pas ici au Québec, mais j'ai lu des articles là-dessus. Et puis, tu sais, j'imagine que c'est pour combler aussi c'est probablement des couples de 70, 80 ans pour qui ça a toujours été comme ça et pour eux, ça va de soi. Tu sais, on peut s'adapter dans les deux sens. Fut une époque où la femme n'avait pas à le savoir le prix puisqu'elle payait pas, elle faisait pas d'argent, elle avait peut-être même pas de notion de ce que valaient les prix, les montants et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est absolument épouvantable là, de faire des trucs comme ça. C'est comme de dire à la femme assieds-toi, mange. C'est comme des fois on voit ça dans les films que l'homme commande pour la femme. Tu sais, je veux dire, on n'est plus cette petite chose à qui on doit donner le minimum de décisions à prendre puis qu'on doit nourrir comme un bébé. Tu sais, moi, je recevrais ce menu-là. Je leur dirais, alors je pars avec l'idée que tout ça est gratuit. Ouais. On n'est plus là, mais s'il y a des gens que ça amuse de faire comme ça, bon, pourquoi pas? Mais tu sais, aujourd'hui, ça, c'est un truc qui serait à largeur drôle, mais tu sais, ça serait pas viable à Montréal. Je peux te dire, on en avait bien rigolé parce que du coup, à chaque fois qu'elle voulait prendre quelque chose, elle me disait, bon, dis-moi combien ça coûte parce qu'on n'avait pas envie de s'endetter sur 20 ans sous prétexte qu'elle allait manger du homard. Parce que le homard en France coûte très cher, il faut le savoir. J'imagine bien. Bénédiction du Québec. Ici, le homard est pas cher et il est tout aussi bon. Et ça, c'est chouette. C'est vrai que c'est très, voilà, c'est très différent, mais effectivement, c'est peut-être plus moderne. Le Québec est un pays beaucoup plus jeune, beaucoup plus récent. Oui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus moderne sur certaines choses quand même. Pour lire des articles, puis voir des trucs, faire des comparaisons. Des fois, je me dis, quand même, tu vois, là-dessus, mais dans les deux sens. Dans les deux sens, parce que ce côté
mais j'ai l'impression, et je suis peut-être pas forcément de la bonne génération non plus, mais j'ai l'impression que ce côté en France où c'est-à-dire c'est l'homme qui doit payer, il n'y a pas forcément ce côté attention, si je paye derrière, c'est ton tour, madame, de payer. Je pense pas que ce soit pareil. C'est plus une question de culture, presque de tradition, de galanterie, de tradition. Pour moi, c'est clair que les Français les Français sont plus galants que les Québécois. Ça, c'est clair. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre culture et qui, ici, je sais pas pourquoi on l'a échappé quelque part dans l'océan, mais la galanterie, c'est moins un truc qui va d'office avec, je veux dire, il y en a là, des hommes qui sont galants, il y en a des gentlemen, mais ils se font très rares. Donc, ça va avec. Fait que, je pense pas que la femme qui se fait payer son dîner en France va avoir ce même réflexe, justement, de dire, oh mon Dieu, j'espère qu'il croit pas que je lui dois quelque chose. Ici, c'est parce que c'est un constat. J'espère. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui voient comme ça. Il y a même des gens qui ont exprimé des choses. J'ai vu souvent des hommes dire, s'il faut que je t'amène au restaurant, puis dans un bar, puis danser, puis que ça me coûte 250$, je suis aussi bien d'aller avec une prostituée. Au moins, elle, je suis sûre de coucher avec elle. Il y a des hommes qui disent ça et qui le pensent réellement. Donc, c'est ça le fou. On doit aussi, on doit faire avec ça, avec des hommes qui pensent comme ça. Ben ça, c'est l'homme qui, s'il te paye un souper à $100, il s'attend à quelque chose en retour. Donc, on doit vraiment se protéger. Mais je pense pas que ça court autant les rues en France, ce type d'homme-là. Mais je te dirais que c'est quelque chose peut-être plus américain parce que c'est quelque chose qui se voit aussi aux États-Unis. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est très business. Tu vois, comme si c'était presque capitaliste. Bah écoute, c'est un investissement, donc j'ai investi, donc maintenant il faut du rendement, madame. Puis tu sais, à la rigueur, nous les femmes, des fois, on va répondre, ben plutôt que juste exprimer comme ça, effectivement, va vers les prostituées. Je veux dire, c'est ça leur travail, c'est des travailleuses du sexe. Puis toi, t'as l'impression qu'il faut payer pour avoir du sexe, tu veux être sûr d'en avoir. Ben voilà, va faire ta transaction, on n'a aucun problème avec ça. Mais nous, on n'est pas des travailleuses du sexe. Tu sais, il faut pas tout mélanger, mais il y a encore des gens qui voient ça comme un échange de services. Il y a de l'argent puis il y a du sexe au bout. Tu sais, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, puis c'est de la prostitution déguisée. Tu sais, j'ai vu un truc passer d'un gars qui avait mis un pot maçon vide sur le bord de la table de chevet de sa femme, puis il avait mis à chaque fois qu'on fait l'amour, je vais mettre 100€ là-dedans et tu verras, tu l'auras un jour ton iPhone. C'est l'équivalent de la prostitution, là, on s'entend, mais c'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble. Mais il y a plein de gens qui ont partagé en disant « Ah, c'est pas fou », puis moi, j'étais comme « C'est de la prostitution ». Oui, c'est ignoble. Enfin, je ne juge pas la prostitution du tout, mais il y a des gens qui ont un rapport vraiment bizarre avec la relation amoureuse. C'est vraiment, vraiment, vraiment très étrange. Et c'est ça, cette espèce de rapport un peu business, je pense que c'est vraiment plus américain. Et ce manque de galanterie aussi. Moi, je suis pro-galanterie et j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à me faire entendre. J'ai élevé mon fils comme un jeune homme galant qui ouvre les portes, qui tire les chaises. Tout le monde est toujours, mon Dieu, il est extraordinaire. Puis je dis, malheureusement, il est une exception alors qu'il devrait être la norme. Ouais, bah oui. Moi, j'ai pas connu beaucoup d'hommes galants dans ma vie, à part peut-être le père de mon fils qui, est français. Et tu vois, voilà. Nous, il y a un truc, c'est que d'un côté, et effectivement, sur ce que j'ai pu remarquer, j'ai l'impression que les Français sont beaucoup plus galants, mais en même temps, c'est le côté opposé de la pièce. Il est pas rare en France de voir des femmes se faire siffler dans la rue, se faire interpeller, alors souvent par des jeunes plus ou moins prépubères pour lesquels la greffe de neurones n'a pas totalement pris, mais ceci dit, ils sont quand même là et que ça met une pression sociale, pour pas dire parfois une pression physique assez affreuse, assez affreuse sur les femmes. C'est ce qui fait que un papa comme moi, quand ses filles à 15-16 ans commencent à dire papa, je vais me balader avec les copines dans Paris, et ben il regarde sa montre toutes les 5 minutes en disant quand est-ce qu'elle rentre, quoi. Par contre ici, pas du tout. J'ai jamais vu une fille se faire ne serait-ce que siffler, je parle même pas de main baladeuse, dans la rue.
Ceci dit, ça arrive, mais beaucoup moins. Pour être allé en France, effectivement, c'est vraiment beaucoup moins ici. Et je pense que c'est beaucoup moins, surtout dans les dernières années, encore une fois, entre autres, grâce au féminisme. La femme ici s'affirme beaucoup. Alors, moi, ça m'est arrivé et, tu sais, ce qu'on leur donne, c'est des insultes, des doigts d'honneur, on se laisse pas faire, tu sais. Fait que les hommes osent de moins en moins. On en a beaucoup parlé aussi. On a beaucoup ridiculisé ça. Aux États-Unis, il y a beaucoup de vidéos aussi qui ont été faites comme ça pour les gars de la construction, les gars dans les bars, les trucs comme ça. On a été très sensibilisés à la chose. On a nommé ça comme des agressions aussi. La catcalling, là, c'est dire des trucs sur la rue. Tu sais, ça arrive encore. Moi, ça m'arrive en spectacle de me faire crier des trucs douteux par des hommes. Mais à chaque fois, je les ai ramassés. Ils se sont fait ramasser par le public. Je pense qu'à part des gars sous dans des bars, il y a plus d'hommes qui osent faire ça ou presque parce qu'ils savent que ça passera pas. Alors, il y a plus cette façon avant où la fille faisait juste être gênée puis s'en aller. Maintenant, ils se font répondre. Il y a d'autres gens qui vont les prendre à partie aussi. Donc, je pense que c'est rendu un peu dangereux de le faire. Donc, ils le font plus. Ça veut pas dire qu'ils le pensent pas, par contre. Oui, qui va piano va sano. On va y arriver. Mais tu disais, c'est grâce au féminisme, mais juste pour que j'aimerais bien savoir. Imagine si demain, dans une rue relativement bondée ou dans un transport en commun, même s'il n'y en a pas des masses ici, ce genre de scène arrive. Outre le fait que peut-être que effectivement la femme qui est victime va peut-être réagir parce que le féminisme, voilà, une forme de confiance en soi. J'aimerais bien savoir si tu penses que les hommes ici réagiraient, les autres hommes réagiraient en intervenant en disant mais ta gueule gros con quoi. Je pense que de plus en plus ils le font pas encore tant que ça, mais de plus en plus parce que ça aussi ils ont été sensibilisés à ça beaucoup. On fait tous partie de la réponse. On encourage beaucoup les gens, les hommes comme les femmes, tout le monde, à dire si vous êtes témoin d'une situation, il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose. Mais c'est toujours prendre un risque, puis tu sais, on est dans une société où on se dit souvent c'est pas de nos affaires. Tu sais, on veut pas se mêler des affaires des autres, mais là le discours c'est de toutes nos affaires à tout le monde tout le temps. Moi, je sais pas combien de fois c'est moi qui a réagi dans une situation et personne faisait quoi que ce soit, même les hommes. Moi, je suis toujours la première, peu importe ce qui arrive, à me lever puis à dire non, ça marche pas, as-tu besoin d'aide, etc. Mais plus souvent qu'autrement, j'étais la seule à faire quelque chose et ça m'étonnait tout le temps parce que je m'en suis ramassé des baffes à le faire. Je me suis fait cracher au visage dans un zoo à New York parce que j'ai protégé une fille, son chum allait la battre. Personne faisait quoi que ce soit. Il y a des garçons qui sont venus me voir après puis qui ont dit « Ah, madame, vous êtes vraiment un héros, vous êtes extraordinaire. » J'ai dit « Oui, puis la prochaine fois, vous savez ce qui serait le fun, c'est que vous veniez m'aider. » Moi, j'étais toute seule. Hein? C'est fou. Puis on fait « Ah, ouais, c'est vrai, on aurait pu. » Ouais, vous êtes 5. Tu sais, fait que c'est beaucoup d'éducation, mais ceci dit, il en reste. Je veux dire, ma fille me raconte des trucs qui arrivent à ses amis. Moi, quand ma propre fille de 17 ans est dehors, je suis toujours un petit peu inquiète. Ça existe encore. Ça existe encore moins. Beaucoup moins qu'en France, ça c'est certain, mais ça continue d'exister, puis on continue à se demander, est-ce qu'il y a vraiment un homme quelque part qui pense que siffler une fille en camion va faire qu'elle va faire « Oh mon Dieu, vous êtes tellement séduisant, est-ce que je peux monter avec vous? » J'adore votre technique d'approche. Mais oui, fait en plus d'être agressant, c'est complètement futile et ridicule. C'est vraiment une prise de pouvoir. C'est du contrôle. Hein. Dans le fond, c'est juste essayer de déstabiliser l'autre personne. Puis comme ça marche de moins en moins, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins aussi. Mais tu vois, ce que je trouve, tout à l'heure on parlait de galanterie avec l'exemple du restaurant et peut-être du poids de l'histoire et tout ça et tout, qui fait qu'en France, peut-être que la galanterie, on va dire, reste plus et qu'on n'a pas forcément ce côté recherche d'un donnant-donnant. Mais ce poids de l'histoire, je pense qu'il nous pénalise sur ce point-là. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que la société québécoise est plus apte à muter plus rapidement, justement, en considérant que ce genre de choses ne doit pas faire. Et en France, je constate que ça reste compliqué, alors que dans la presse, partout, on en parle. C'est même devenu un délit maintenant. Le gouvernement et les députés ont voté des lois pour ça. Mais ça reste une espèce de... ça a toujours été comme ça, tu vois. Donc, il y a Catherine Deneuve qui disait qu'elle veut conserver le droit de se faire importuner.
Oui, c'est quand ça, même, ouais. là. Nous, Oui, c'est ici, il ça. y a personne qui a été dans la rue pour dire « je veux qu'on m'importune ». Ici, c'était comme « what ». Mais Kakadi, Mais tu sais, ceci ouais. dit, la galanterie, moi, j'aimerais tellement que ça revienne aussi. On aurait des leçons à prendre ici. Si les hommes ici qui arrêtent pas de se plaindre qu'il n'y a pas moyen de trouver une copine se rendaient compte à quel point il y a des femmes qui ont soif de galanterie, puis pas la grande galanterie, là, on n'a pas Mm. besoin d'un pré-charmant comme dans Cendrillon, juste quelqu'un qui, par exemple, le père de mon fils, si on marchait sur la rue, il se mettait toujours du côté où il y a les voitures. Puis quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est pour te protéger. C'est ça que les hommes sont Mm. supposés faire quand on marche sur la rue. Ma mère me contait que quand elle était jeune, c'était Ouais. comme ça. Mais dans les années 50, là, 60, ici, là, en 70, là, avec le mouvement hippie, la libération de la femme, les femmes ont fait, hey, non, 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 non. Fait qu'elles essayaient de prendre du pouvoir, mais en même temps, les hommes ont peut-être eu peur d'être galants. Il y a des femmes ici, même des fois, puis moi, je trouve ça triste, qui réagissent mal à la galanterie. On va leur ouvrir une porte, et on dit, je suis capable d'ouvrir la porte tout seul. Mais C'est c'est vrai. pas la question. C'est sûr que tu es capable. Il voulait être gentil. Tu sais, mon fils, il me dit, souvent, j'ouvre la porte, personne me dit merci. J'ai dit, si tu l'ouvres pour dire merci, arrête de l'ouvrir. Ouvre-la parce que ça te fait plaisir, toi, de le faire, parce que tu as envie d'être une bonne personne. Mais ici, c'est malheureux à quel point ça s'est perdu, la galanterie. Moi, je dis tout le temps, n'oubliez jamais le pouvoir d'un bouquet de fleurs, d'un petit cadeau inattendu, d'une porte ouverte, d'une chaise tirée. Vous avez pas idée à quel point ça nous charme. On a tout encore ça, ce petit désir d'être chouchouté, d'être une petite chose un peu fragile par moment, pas tout le temps, évidemment, mais des fois, on a envie de se sentir fille, de se sentir femme et de se sentir à côté d'un chevalier, d'un galant chevalier. Et ça, ici, mon Dieu, c'est rendu une espèce en voie de disparition, je pense. C'est malheureux, mais ici, c'est plus hey, salut, ça va? Fait que t'as-tu un chum, toi? C'est pas comme ça qu'on s'adresse à une fille, tu sais, il faut travailler un Mais peu moi, on ta m'a dit de toute façon que galanterie, c'est c'était, les mots. on m'a dit que c'était les filles qui draguaient. Vrai ou pas? Ben, je pense que les filles ne se gênent pas pour le faire si elles en ont envie. Moi, je sais que je l'ai fait beaucoup. Il y en a qui sont plus gênés, qui osent pas. Mais c'est pas d'office les femmes non plus. C'est encore beaucoup les hommes qui vont vers les femmes. D'accord. Je lis des trucs. Encore cette semaine, il y a une fille qui racontait un truc qui, moi, m'arrivait constamment quand j'étais jeune. Elle est allée dans un bar avec une amie et elle a dû interrompre leur conversation à peu près 20 fois dans la soirée parce que des gars venaient leur parler, leur dire qu'elles étaient belles. Il y en a même une qui a filmé puis le nombre de gars qui viennent dans la soirée pour dire hey salut, je peux te laisser ton numéro, je peux te payer un verre, ça c'est non-stop. Donc peut-être que les femmes sont plus promptes à y aller que les Françaises, mais c'est quand même les gars qui font les premiers pas plus souvent qu'autrement. Parce que je t'assure que moi, quand on m'a dit ça au départ, on m'a dit ouais, tu vas voir au Québec, c'est les filles qui draguent. Je me suis dit mais bordel, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Moi, je serais venu 20 ans plus tôt dans ce truc. Et puis est-ce qu'il y en Toute a mon beaucoup adolescence a été un enfer. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui t'ont dragué finalement? Bah, il y en a une et je l'ai épousée. Ah ben voilà. Mais pas une québécoise, une française, voilà. C'est la seule qui je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais du coup, je l'ai pas laissé partir. Hein, tant pis pour elle. Ah, t'as bien fait. J'ai fait pareil. Mais oui, les femmes ici vont prendre des fois ils vont faire les premiers pas, mais c'est loin d'être systématique. C'est loin d'être toutes les femmes. Il y en a beaucoup qu'il faut que ça vienne de l'homme. Il y en a beaucoup qui sont trop gênés aussi pour le faire, puis qui savent pas trop comment le faire vu qu'on est plus habitué que ça vienne des hommes. Là. Mais oui, il y en a quand même quelques-unes. J'étais de celle-là, moi. Ben justement, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu serais capable de me faire une espèce de portrait chinois un petit peu? Alors je sais bien que c'est difficile de mettre dans des cases, mais on a tous des images de c'est quoi, on va dire un amoureux français, un amoureux italien, un amoureux américain. C'est quoi l'amoureux québécois et l'amoureuse québécoise? Qu'est-ce qui vont les distinguer et faire qu'ils sont uniques? Oh mon Dieu, tu sais moi, je vois vraiment tout ça comme du c'est des trucs quand même isolés, c'est quand même du cas par cas beaucoup. Donc je pense pas que je serais capable de cerner là, la façon québécoise. Ce que je pourrais dire, c'est ce que moi je constate, c'est plus que j'imagine que c'est partout comme ça aussi, mais en ce moment, et ça depuis au moins 10 ans là, que je suis vraiment là-dessus tout le temps, les hommes et les femmes ont beaucoup de difficultés à trouver des terrains d'entente, de
chercher la même chose, aller vers la même chose, on dirait qu'il y a un décalage entre les hommes et les femmes. Comme je le disais plus tôt, les femmes ont vraiment beaucoup envie de s'engager, alors que les hommes, en ce moment, on dirait qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient cruiser jusqu'à 55 ans. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que déjà, il y a ce décalage-là. Fait que c'est difficile de dire typiquement les couples. Tu sais, il y a rien de typique ici. Je veux dire, on a un village gay qui est plein de festivals, de trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de place pour la communauté LGBTQ. Fait que déjà, tout ça est loin d'être tout pareil, c'est clair. On a beaucoup de trucs aussi au niveau du polyamour puis de tout ça. Tu sais, ça a tellement éclaté dans les dernières années que faire un portrait serait vraiment, vraiment difficile. Peut-être juste que c'est ça, moins tendance à se marier, beaucoup plus tendance à être à côté, comme on dit ici, habiter ensemble, avoir des enfants, etc., pas besoin de se marier pour ça du tout. Mais sinon, non, je pense que l'amour, c'est un petit peu partout pareil. C'est peut-être la méthode pour s'y rendre qui diffère. La méthode pour faire durer peut-être, mais à la base, c'est quand même beaucoup la même chose tout le temps. C'est qu'on essaye tous de trouver la personne avec qui on est bien et à qui on a l'impression de rendre ce bonheur-là aussi et d'essayer de faire durer ça de façon pas trop complexe. On aspire tous à ça, puis on est tous, toi et moi, on est chanceux de l'avoir trouvé, puis il y a tous les autres qui aspirent à le trouver aussi. Puis je pense que c'est un peu ça partout, avec certaines différences évidemment, mais à la base, on veut tous juste aimer et être aimés. Ouais, j'ai commencé ce podcast avec la pyramide de Maslow et on la termine avec la pyramide de Maslow. Il n'y a pas à dire. Voilà. La vie, c'est pas qu'un cercle. Des fois, c'est aussi un triangle. Anne-Marie, je te remercie énormément. J'ai appris plein de trucs. Merci à toi. C'était super, c'est passé super vite. C'était vraiment actu, c'est quoi? Pardon? Ton actualité, c'est quoi? Il y a évidemment Ma vie amoureuse de marde, le podcast. Ouais, là, je viens de terminer les tournages de la saison 2 parce que la saison 2 va être en vidéo. Je suis très contente de ça, mais ça implique beaucoup de montage pour moi. Là, je suis en train de finaliser ça. J'ai des invités extraordinaires, encore des sujets hallucinants. Je suis vraiment très fière de la télé, là, carrément, que j'ai fait. Et je suis en train de terminer ça. Et là, j'amorce l'écriture de mon 6e livre, qui est la suite de mon dernier. Donc, mon livre érotique interactif, Orgasme à la carte. Là, c'est la partie 2, Orgasme à la carte 2, Muy Caliente. C'est un livre un peu dont vous êtes le héros, mais érotique. Donc, on choisit avec qui on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais tout ça dans le consentement, très 2021. Et je commence mes conférences, Ma vie amoureuse de marde. Et ça, ce qui est bien, c'est que je vais l'offrir en modèle hybride. Donc, ça sera possible aussi pour des gens qui sont pas à Montréal d'assister à la conférence parce que je vais le faire aussi en virtuel. Et je vais essayer, parce que j'ai quand même beaucoup de fans en France et en Belgique, je vais essayer d'en faire spécifiquement des heures qui conviendront aux gens de l'autre côté de notre océan. Donc, je vais essayer de bien parler pour être bien comprise, mais je pense que ce que je dis est quand même assez universel. Donc, si je peux faire du bien à plus de monde, ben je vais être très contente. C'est à ça que ça ressemble pour les prochains mois. Moins d'humour parce que c'est difficile au niveau des salles avec les mesures sanitaires. Donc, comme tous les artistes, je m'adapte comme je peux, mais je vais toujours être là pour mes célibataires chéris. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est que on trouve le bonheur beaucoup plus que l'amour. On pense souvent que ça passe par l'amour, mais ça passe beaucoup par soi. Et moi, c'est toujours là-dessus que je vais mettre mes énergies à essayer de rendre les gens le plus heureux, le plus vite possible. Parce que la vie, c'est comme le podcast, ça passe vite. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, je te suis sur tes conférences et tout. Et vous trouverez sur le podcast et sur les liens et les commentaires à peu près tout ce que je peux donner. Et il va y en avoir une tonne, une grosse pelletée de références te concernant, Anne-Marie, les bouquins, les conférences, les podcasts et tutti quanti. Et je te suis et mille merci encore. Ben, mille merci à toi et à une prochaine fois, qui sait. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note.
Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, Faistufre2te, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.